Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, pour ce 30e épisode, je reçois une athlète de très haut niveau en judo. Charline Van Snick, 2 fois médaillée de bronze aux Jeux Olympiques et multiple championne d'Europe. Nous abordons des sujets un peu nouveaux sur notre podcast, tels que le développement du sport féminin aujourd'hui, notamment au plus haut niveau et dans les sports fortement stéréotypés. On parle évidemment aussi d'alimentation végétale et de performance sportive. Juste avant l'épisode, j'ai 2 messages à vous faire passer. Le premier, c'est de partager l'épisode s'il vous a plu, de nous laisser des commentaires sur Instagram, sur YouTube ou Apple Podcast, des évaluations positives, bref, envoyez-nous un signe pour nous dire que vous appréciez le contenu. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, c'est ce qui nous encourage le plus à continuer et ça nous aide à toucher plus de monde avec nos messages. Le podcast a maintenant plus d'1 an, c'est maintenant que nous avons le plus besoin de vous car les algorithmes ne nous favorisent pas autant qu'au tout début. Le deuxième message, c'est que notre outil d'enregistrement actuel va disparaître. Nous allons donc devoir migrer vers un nouvel outil et nous aimerions investir afin de vous proposer une meilleure qualité sonore et si possible une version vidéo systématiquement. Les logiciels identifiés pour ça ne sont évidemment pas gratuits et comme le podcast ne rapporte absolument rien pour le moment, je vous rappelle que vous pouvez nous donner un coup de pouce financier via notre page Tipeee. Suivez le lien en description, pas besoin d'y claquer vos salaires, même 1 euro par mois si vous êtes nombreux à le faire, ça nous aiderait beaucoup. Donc merci d'avance pour votre solidarité et je vous laisse découvrir l'invité du jour tout de suite. Bonne écoute à vous. Bonjour. Bonjour Charline, bienvenue sur le podcast. Merci. Écoute Charline, en introduction, en faisant mes recherches tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'avais vu une vidéo de toi avec Nicolas Haute, il y a quelques années, Tout à fait. qui m'a bien inspiré, qui fait qu'aujourd'hui le Jujigatame est ma technique préférée. Et en fait, je n'avais pas du tout remis que c'était toi. J'avais juste passé ça dans mon fil d'actualité. Je m'étais dit, tiens, ça c'est intéressant. C'est ma soumission préférée en jiu-jitsu brésilien aujourd'hui. Donc, Moi merci, aussi, c'est vraiment ma Charline. spécialité et j'adore cette technique, que je la combine avec plein d'autres situations et je la trouve super riche. Ben oui, d'ailleurs, j'ai regardé quelques-uns de tes combats et c'est vrai que souvent le judo, pour moi qui suis amateur de jiu-jitsu brésilien, de MMA, c'est, j'allais dire, un peu ennuyeux à regarder parfois. Et c'est vrai que toi, tu tires carrément la garde par moment, Oui, tout à ce qui est fait. assez, qu'on voit pas souvent en fait dans le judo. Ouais, j'aime beaucoup le sol. C'est là où j'ai plus de facilité à m'exprimer. C'est aussi là où je pense qu'il y a plus de faiblesse de mes adversaires et où moi j'ai vraiment une plus-value au niveau technique et au niveau créativité. Donc j'aime vraiment beaucoup ça et j'ai gagné la plupart de mes combats au sol et j'ai même déjà remporté des tournois en mettant que des jujigatame, quoi. Et c'est là où c'est assez exceptionnel, c'est de savoir que l'autre, elle sait que c'est mon spécial. Elles ont comme consigne de pas aller au sol, de faire attention aux clés de bras et pourtant, j'arrive quand même à gagner avec donc ouais, j'adore. Et c'est vrai que c'est un spécial un petit peu des sports de préhension en général. C'est que souvent, tu sais quelle est la spécialité de ton adversaire et il va quand même pouvoir te battre avec. Oui. Alors que c'est plus difficile, je trouve, dans la percussion, de prédire les choses comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors là, on a attaqué direct dans le sujet technique, donc désolé pour les auditeurs. Je vais te laisser te présenter quand même, pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors je suis, Charline Van Snick, je suis, judokate, professionnelle. Enfin, je viens juste de raccrocher mon kimono de compétition, mais je reste une professionnelle du judo quelque part. Hem et donc je suis, médaillée olympique au bronze en 2012 à Londres. J'ai fait, 3 olympiades au total avec une 7e place aussi à Tokyo. Je suis aussi, multiple médaillée aux championnats d'Europe, dont 2 titres de championnat d'Europe et médaillée de bronze aux championnats du monde. J'ai fait, une carrière, d'à peu près, de 15 ans de haut niveau et la majorité de ma carrière, je l'ai vraiment passée dans le top, 10, donc ce qui fait de moi une des judokates, les plus médaillées de mon pays. Mhm. La Belgique, du coup, je suis belge. Oui, oui, c'est ce que j'allais préciser. Tu as très peu d'accent belge, mais tu Oui. es belge. Qu'est-ce que tu as fait un petit peu, on te voit sur tes vidéos, sur tes réseaux sociaux, pas mal, même pendant ta préparation physique pour les compétitions de judo, faire de la boxe, du MMA.
Est-ce que c'est pour le fun, la curiosité? Enfin, est-ce que c'est utile dans le judo de pratiquer un petit peu ces percussions? Alors, c'est déjà parce que j'aime ça, tout simplement. Mmh. Parce que je trouve que ça vient ramener, de la diversité dans l'entraînement et j'ai une approche assez, transversale, des différents sports où j'aime aller chercher dans un sport, ce qui va, venir enrichir mon judo. Donc par exemple, la boxe, ça va venir enrichir mes déplacements, mes esquives, mon aussi, le fait de savoir comment on réagit quand on se prend un coup et cetera. Parce qu'en judo, on se prend aussi des coups, parfois volontaires, parfois involontaires. Le fait évidemment de travailler, le jiu-jitsu brésilien, ça a énormément de sens, pour, le judo. Ça vient vraiment nourrir le travail du judo au sol. D'autre part, le MMA, ça vient de nouveau aussi, ben, entraîner, le physique, le cardio, l'agressivité, le la stratégie dans le jeu du combat. Donc je trouve que c'est vraiment très riche de s'entraîner aussi avec d'autres sportifs qui vont avoir, d'autres spécificités. Par exemple avec, un lutteur, une lutteuse, il va avoir une autre posture et il va permettre de travailler, différentes choses. Mmh. D'accord, donc ça avait vraiment une utilité aussi pour ton judo, outre le fait que tu aimais bien ça, quoi? Oui, c'est ça. Mais je pense que tous les sports au-delà même de l'art martial, comme par exemple faire de l'escalade, ça peut travailler le grip, ça peut travailler la confiance en soi. Le surf va travailler l'équilibre et cetera. Je trouve qu'il y a vraiment une richesse dans tous les sports que je peux aller chercher pour appliquer au judo. Et aussi, ça fait Mmh. partie de ma culture. Mon père, il a toujours fait, plusieurs arts martiaux et dès toute petite, j'ai fait, du judo, du jujutsu et aussi du karaté, de la boxe et cetera. Donc c'est vraiment ma culture à moi, d'avoir une approche où, j'aime tous les sports de combat et je pratique différents sports de combat. Mmh. C'est vrai que ça va un peu à l'encontre de beaucoup de discours qu'on entend avec des gens qui sont très focus sur leur discipline et qui ont très peur d'en sortir. Parce que Ouais, quelque part, tu prends un peu des risques aussi quand tu vas boxer et que si enfin, on va dire si tu prends un mauvais coup, ça peut comment dire? Te pourrir une compétition future, mmh. alors que c'est pas dans cette discipline que tu vas combattre, tu vois? Oui, je le vois pas du tout comme ça. Pour moi, il y a autant de risques, en pratiquant du judo qu'en pratiquant de la boxe, quoi. C'est où Mmh. on met, le curseur aussi, dans l'entraînement évidemment. J'ajuste l'entraînement à mon niveau de boxe. Je vais pas commencer à faire un match hyper intense contre une boxeuse pro, quoi. Je vais Bien aussi, sûr. ajuster le niveau de difficulté et je le vois, tu as parlé d'un truc intéressant aussi. Pour moi, c'est une question de zone de confort. Et la créativité et la progression, elle se fait en dehors de la zone de confort et c'est comme ça que j'ouvre certaines portes en pratiquant, d'autres disciplines. Mmh. Ouais, en particulier, tu parlais du jiu-jitsu brésilien. D'ailleurs, qui est ton professeur de jiu-jitsu brésilien? Alors, mon tout premier professeur de jiu-jitsu brésilien, c'était, Mako, voilà, de la NK Team. C'est bien ce qui me Heu, semble. Mmh. ouais, c'est avec lui vraiment que j'ai travaillé pendant, des années. Dès que je suis arrivée sur Paris, j'ai travaillé avec lui. D'accord, bah, sache on a reçu Florian Kolb, qui est son élève Mmh. et Oui. professeur à la MK Team aussi, sur le podcast, qui est également vegan depuis pas mal d'années. Donc, on a fait un épisode 10, il me semble, si les auditeurs veulent aller voir avec lui. Oui, c'est un C'est très un sympa petit aussi. monde, hein, le jiu-jitsu brésilien, sur Paris. Oui. Bah, même au niveau, français, en fait, on se rend compte qu'il y a des connexions avec beaucoup de monde. Même avec mon tout premier invité, Ludovic Parreira, qui est enseignant en jiu-jitsu brésilien, lutte à livrer en MMA à Miramas, dans le sud de la France, où je vais souvent, qui pareil, enfin, ce sont des gens qui se connaissent tous un petit peu. Donc je sais pas si tu le connais toi? Heu, Pour le non, ça me dit rien comme ça. Bah, si tu es de passage dans le sud de la France, c'est une très bonne adresse que je te conseille. Bah, c'est noté, c'est noté. J'aime bien aussi, voyager pour aussi pareil aller voir d'autres sportifs, d'autres façons d'enseigner. Je trouve ça aussi très très riche. C'est vrai que quand j'ai quitté la Belgique pour la France, j'ai découvert, des nouvelles façons, d'enseigner avec, des profs qui étaient, ben, profs de judo, professionnels, ce qui n'existe pas en Belgique à part, le prof de la fédération. Ça reste une activité souvent qui est
après l'école ou après le travail. Et ce que j'ai découvert aussi à la MK Team, c'est les entraînements en journée, quoi, on est capable de tourner, et de combattre, en journée, le matin et cetera. Et ça, c'est très intéressant pour une sportive professionnelle, pouvoir s'entraîner 2 fois par jour. Mmh. Oui, et puis c'est même, ces créneaux, ils sont super intéressants, je pense, pour vous, sportifs professionnels, parce que j'y suis allé, moi, à la MK Team pour faire une vidéo avec Florian, justement, sur un créneau de cours, collectif le soir. Et en fait, c'est blindé, quoi. Il vaut mieux y aller en journée, en fait. Ouais, tout à fait. Voilà. D'accord. Donc là, on donne une image assez positive du sport, ce qui est toujours ton avis, je pense. Par contre, tu as eu aussi des expériences négatives dans le sport dont tu as parlé sur d'autres médias, pas mal. Tu as mis en garde un petit peu contre une certaine banalisation de la violence. J'aimerais bien revenir là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé de notre rapport à la violence avec d'autres invités. Comme quoi, bah, dans la société actuelle, les gens n'y sont pas assez habitués. Les sports de combat permettent de plus s'habituer à une certaine violence pour mieux s'y préparer. Toi, tu apportes aussi un avis opposé quelque part. Qu'est-ce que tu veux dire par avis, opposé? C'est ma vision de la violence? Oui, en fait, j'ai vu des interviews de toi où tu disais que tu avais subi des violences dans ta sphère privée, Mmh. heu, que tu avais peut-être un peu du mal à reconnaître du fait en partie, de cette, habituation à la violence, à la douleur, qu'on a quand on est sportif professionnel comme toi. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, c'est, les sociologues du sport qui ont étudié, Mmh. le comportement de pourquoi est-ce qu'il y avait, plus de violence, dans le sport et dans le sport de très haut niveau, comment ça se mettait en place et cetera. Donc on ne parle pas, du sport pour toutes et pour toutes où Mmh. effectivement, le sport, moi j'en suis persuadée, a des vertus, positives, sur comment on se construit en tant qu'enfant, en tant qu'individu et cetera. Ça m'a très, très fort enrichie. Après, les statistiques, elles sont là. 80% des enfants sont victimes de violences dans le sport, dans l'Europe. Donc, que ce soit en France, en Belgique, les chiffres restent vraiment alarmants à ce niveau-là. Donc, il faut bien avoir ça en conscience que dans le sport, on est plus exposé parce qu'il y a un contact, il y a un rapprochement physique, il y a une dimension aussi de rapport à l'autorité. Il y a aussi toute cette culture très viriliste de la domination à l'autre. Est-ce que quand on fait un sport de combat, est-ce qu'on veut écraser l'autre, vraiment dans le sens, humilier et me mettre en avant? Ou est-ce qu'on veut, le combattre pour arriver à avoir réussi à mettre la meilleure technique, la meilleure stratégie en place? Ça, c'est un point de vue qui est très personnel et chacun va vers le sport, pour différentes raisons et pour différentes valeurs et chacun combat avec différentes valeurs. Après, Mmh. dans le sport de combat aussi, il y a ma place en tant que femme qui m'a exposée à beaucoup de violences. D'abord des violences, très très basiques, au fait qu'il y en a qui refusent, de tourner avec moi, il y en a qui refusent de me dire bonjour, qui refusent de me saluer. Il y en a aussi qui simulent, des actes sexuels quand on est, en rapprochement, en combat, donc ça peut s'apparenter à des agressions sexuelles, et quand on répète plein de micro-agressions comme ça devient très, très lourd à porter et puis j'ai vécu aussi énormément de harcèlement moral, harcèlement physique, qui était en fait, banalisé sous couvert de, il faut te briser pour que tu sois plus forte, ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc j'avais vraiment, c'est pour ça que j'ai quitté la Belgique. Les entraîneurs, qui, humiliaient en permanence et qui étaient violents, notamment avec le travail au sol où on sent qu'il y a un moment où ils passent, de l'autre côté. On n'est plus dans le sport, on est vraiment dans, «Moi, je veux te briser», en fait. Mais bon, c'est pas parce que j'ai quitté la Mmh. Belgique que c'était mieux en France, mais ça m'a permis de m'éloigner, physiquement de vraiment, certaines personnes, quoi. Ça reste un problème vraiment, important, dans le sport et le sport de combat en particulier. Oui, c'est comme tu dis, c'est pas évident parce qu'il y a quand même, une notion de combat. Quand, on parle de jiu-jitsu brésilien ou de judo, surtout dans le style que tu as toi, on parle de soumission. Mmh Alors mh. c'est un terme, qui est admis quoi, hein, c'est une soumission dans le sens où c'est un abandon de l'adversaire. Mais, quelque part le mot est fort aussi et on a vite fait en fait même si c'est juste pour, plaisanter, d'abuser en fait dans nos Ouais. propos, quoi.
Tout à fait et je suis vraiment douée, dans ce que je fais et dans le sol et on sait très bien que, voilà, c'est un sport où il y a énormément, d'hommes et ça a été, pour moi, parfois très, très compliqué de combattre avec des hommes parce que, ben, moi, je fais quand même un petit gabarit. Je fais 1,60 m, j'ai combattu en moins de 52 kilos et je tournais toujours avec des hommes qui étaient plus grands et plus forts que moi et quand j'arrivais, ben, à les soumettre, comme tu dis, à placer une clé de bras, pour moi, c'est pas une soumission, dans le terme de domination-soumission, c'est en fait, j'ai réussi à placer mon geste technico-tactique, de façon à, te piéger et à te vaincre, quoi. Mais, Mmh. j'ai parfois des réponses vraiment très, très violentes avec en face, ben, on essaye de me briser et d'utiliser vraiment, la force et l'écrasement, en réponse à ma vivacité et ma technique. Donc il y a Quel quand même quel un quel, problème, d'ego et d'orgueil, qui vient entrer en jeu, quoi. quel conseil tu donnerais? Alors, je pose vraiment la question parce que ça m'intéresse, même si moi j'ai ma propre pratique par rapport à ça. Je pratique le jiu-jitsu brésilien avec ma compagne depuis plusieurs années. Donc, on a trouvé notre équilibre, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont du mal à trouver le réglage pour tourner avec elle, par exemple. Quel conseil tu donnerais à un homme un homme d'un gabarit, largement supérieur à une femme ou d'ailleurs? Parce qu'on parle souvent du rapport homme-femme, mais quelque part, si moi, 80 kilos, je tourne avec un jeune garçon de 30 kilos, la question est la même, en fait, hein. Oui, C'est exactement. comment tu t'adaptes, à une différence, physique importante? Ben, pour moi, c'est la même chose que, si quand tu es ceinture noire, tu travailles avec, un ceinture blanche ou un débutant, tu vas adapter ton niveau. Donc, est-ce que c'est possible d'adapter son niveau, aussi en différence de gabarit? Moi, je crois que oui, parce que la preuve, c'est que, j'arrive à m'entraîner avec des gars qui sont, plus grands et plus forts que moi, et ça se fait dans le respect où on progresse chacun. Et pour ça, Mmh. l'important, moi, de ce que j'ai pu, expérimenter, c'est se poser la question de son orgueil. En fait, qu'est-ce que je vais en tirer moi? Qu'est-ce que je veux prouver? Est-ce que je veux prouver que je peux pas me faire battre par une femme? Est-ce que, je veux prouver qu'en fait, elle est moins forte que moi? Et c'est là où il y a une question, à partir du moment où, tu acceptes le niveau de ton adversaire, ton partenaire, parce que quand on est à l'entraînement, on n'est pas non plus en compétition. Il y a pas de vie en jeu, il y a pas d'enjeu à part, celui, de son orgueil, quoi. Et pour moi, l'enjeu, il est, ben, on progresse chacun en s'entraînant ensemble. Mmh. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça et en plus, comment dire? L'expérience que j'ai personnellement, je voulais avoir ton avis d'abord, c'est que quand je tourne avec ma compagne qui fait, entre 50 et 60 kilos, alors que moi j'en fais 80, déjà en jiu-jitsu brésilien, tu as une opportunité, c'est de pouvoir commencer au sol, souvent aux entraînements. Mmh. Donc, la moindre des choses, la plupart du temps, je commence au sol. Même si je peux aussi commencer au-dessus, mais effectivement, je vais essayer de ne pas utiliser mon poids comme mon atout principal. Ouais, Et tout à fait. il y a vraiment, une question d'ego à mettre de côté parce que la réalité des choses, c'est qu'à chaque fois que je fais ça, on a le même niveau, hein, on a le même nombre d'années de pratique ou presque, c'est que je perds à chaque fois. Et c'est un truc que j'ai accepté, c'est-à-dire pour gagner, je suis obligé de forcer. Je suis obligé de forcer vraiment à un stade où jamais, une adversaire en compétition, à mon avis, ne pourra forcer à ce point-là. Ce qui fait que je ne le fais jamais, quoi. Et d'ailleurs, les quelques fois où je l'ai fait par ego et je l'admets, hein, ça aboutit à une embrouille entre nous en réalité, que Ouais, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre. Mais c'est, je comprends tout à effectivement, fait. c'est les quelques fois où on s'est embrouillé. Alors les collègues, qui s'entraînent avec nous, qui entendront le podcast, ils reconnaîtront ces moments-là, hein. On on s'embrouille sur le tatami un nombre incalculable de fois, mais c'est souvent, sur ce sujet-là. C'est: «Ah, tu forcé un peu trop». Effectivement et c'est vrai qu'en y réfléchissant un petit peu, si je me mets à son niveau de force et de «poids» entre guillemets, je n'ai aucune chance. Donc voilà, petit, message, tu écouteras le podcast. Bravo, je l'admets. Bah, c'est déjà une première étape de le reconnaître et de se demander, ben, pourquoi est-ce que j'ai besoin de le faire et d'être capable, voilà, de reconnaître et de se mettre à
au niveau de l'autre, en poids et en force. Et c'est vrai qu'il y a une très grande différence avec le JJB, c'est quand même que le poids est moins important que si on commence debout. Par exemple, Oui. j'aurais beaucoup moins de chance, on va dire, c'est pas vraiment de la chance, mais d'opportunité de gagner contre un homme qui va faire 70 kilos et qui sera assez musclé parce qu'il sera très sportif en combat debout, qu'une fois amené au sol, bah, là, j'ai déjà réussi à mettre des soumissions à des grands sportifs, qui s'entraînaient et qui étaient adeptes du sport de combat, quoi. Mmh. Alors ça, ce qu'on disait juste avant, ça s'applique à 2 sportifs qui ont à peu près le même niveau. Mais il y a quand même aussi une réalité dans ce sport-là, surtout le jiu-jitsu brésilien au sol, comme tu le disais, c'est que quand tu as une grosse différence de niveau, le poids ne compte plus vraiment, quoi. Mmh mh. Et ce qui fait que, et c'est un truc qui m'a un peu choqué quand tu me l'as dit tout à l'heure, il y a vraiment des hommes qui refusent de tourner avec toi. Ah oui, 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 totalement, oui, ça C'est-à-dire arrivait que très tu souvent. leur demandes et ils disent non. Ah oui, ils disent non. Il y en a même qui refusent de me checker. Enfin, tu sais que c'est assez traditionnel, quand on se check en début d'entraînement ou à la fin, bah, là, voilà, j'ai droit à bah, non, ce sera pas il y aura pas de bonjour et il y en a certains qui refusent, par exemple, j'ai déjà vu un mec, il était ceinture marron, bah, je lui ai mis une fois un jujigatame, il a abandonné, bah, plus jamais il a accepté de retourner avec moi, quoi. On en est à ce niveau-là, quoi. Parce que, bah, voilà, ils acceptent pas, mais je pense qu'ils prennent pas non plus en conscience que moi, c'est mon métier, que en fait, je suis, reconnue par mes pairs en judo comme étant la meilleure au sol, au monde, quoi. Donc il y a quand même une on vient m'enlever de la crédibilité par rapport à mon niveau, quoi. S'ils prennent conscience que je suis une des meilleures au sol, bah, si peut-être tu auras moins d'ego que je te batte, quoi. C'est Bah, honnêtement, enfin, je vois les choses très différemment. Alors j'ai peut-être un biais parce que, ben, j'ai les sentiments que j'ai pour ma propre compagne, mais heu, à partir du moment où tu es meilleur que moi, quels que soient tes antécédents, il faut comment dire? C'est un sport qui ne ment pas. Une fois que tu perds, tu perds, quoi, mmh. tu vois? Donc je pense que la base de l'esprit martial, c'est de reconnaître, sa défaite quand on est moins bon que l'autre, hein. Ouais, Et il y a pas de honte à ça, en fait. et il y en a qui Si sont pas j'avais honte à capables de chaque se fois que mettre j'ai face, tapé sur une ouais. soumission, j'aurais arrêté depuis longtemps personnellement, hein. Certaines personnes ne sont pas aptes à faire face à ça et du coup, il y a une question qui est importante à se poser, c'est quelle est ma motivation pour venir au sport et est-ce que tu as une motivation qui est vraiment intrinsèque, donc liée à toi, à ta passion, à ta motivation ou est-ce que tu as une motivation plutôt extrinsèque de, «Je veux battre l'autre, je veux écraser l'autre, je veux telle médaille» et cetera. Donc ça, c'est aussi Mmh. une question, à se poser par rapport à nous, à notre relation, par rapport à la pratique du sport. Effectivement, voilà, quand l'autre il a gagné, il y a pas match quoi. Tu abandonnes ou, tu es dans une position, de soumission et cetera et c'est sûr que ce rapport qu'on appelle, soumission, ça Mmh. pose question quoi. Oui, c'est vrai que, alors bon, je suis personne pour remettre en question les termes du jiu-jitsu brésilien, mais quelque part, c'est vrai que ça mériterait peut-être une refonte un petit peu à Mais ce on niveau-là. l'utilise pas en judo par exemple le terme, soumission. C'est vraiment quelque chose qui est très, très lié au JJB. Qu'est-ce qu'on dit en judo, c'est tu bats ton adversaire sur Jujigatame, qu'est-ce Ouais, que voilà, sur clé de bras simplement, on va dire clé de tout bras, simplement? étranglement, immobilisation, et cetera. J'aime bien l'idée d'abandon aussi, Ouais. quelque part. Même si c'est peut-être discutable aussi, mais disons que soumission, il y a vraiment ce côté, négatif en fait, ce côté, moral en plus Ouais, de, c'est de ça, ouais. physique. Ouais, 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 tout à c'est fait. clair. Et pourtant, je suis peut-être le premier à en rigoler de temps en temps. Mais, Oui, mais mais c'est ça vrai va rester ponctuel, je pense, mais des fois aussi, hein, ça je l'avoue totalement, des fois aussi ça m'arrive de: «Ah bah, je me suis fait, marquer, bah, je vais reprendre aussi un peu d'orgueil pour, retourner au charbon» mais c'est sur un court terme, l'orgueil et l'ego, ils viennent que ponctuellement, quoi et je ouais, pense que ouais. la vision à long terme doit être un peu plus stable. L'ego et l'orgueil, c'est pas stable et ça peut nous pousser à faire beaucoup de bêtises.
Et souvent, c'est ce qui pousse les hommes contre moi à faire des bêtises parce que moi, j'ai un petit gabarit. En général, je vais être plus souple qu'eux, plus vif. Il y a quelque chose qui marche très bien contre par exemple, des gens qui vont être un peu plus lourds que moi, c'est les étranglements parce que j'ai des plus petits bras ils sont pas habitués à résister, à bloquer vraiment tous les petits trous pour que je puisse me faufiler, on va dire, Ouais. pour aller mettre un étranglement ou une clé de bras. Et pourtant, c'est une réalité. J'ai aussi des avantages de par mon physique et ma souplesse, quoi. Ouais, c'est ce que tu dis là sur les étranglements, c'est vachement vrai sur les passages de garde aussi, je trouve. Oui, Je trouve ça super dur sur les petits segments de résister à un passage de garde, alors que les plus grands, on arrive toujours à leur coincer un truc. c'est ça, exactement. Ouais, c'est vrai. D'accord. Et du coup, tu parlais tout à l'heure un petit peu de l'utilisation des sports de combat, du judo en particulier, au contraire se préparer, se renforcer moralement, surtout si on prend pas si on met de côté le sport de haut niveau et qu'on parle du sport en général, du sport loisir, du sport amateur. J'ai vu des vidéos là où tu prenais des groupes en utilisant le judo pour leur remonter un peu le moral. Alors, je sais pas trop, peut-être que le terme est mal choisi. J'ai trouvé ça assez intéressant, assez émouvant. Mmh. C'est quelque chose que tu fais toujours, ce genre de choses, ou c'était ponctuel? Alors, pendant ma carrière, c'était, plus ponctuel évidemment parce que la majorité de mon temps, je le passais à m'entraîner et en compétition. Maintenant, je gère aussi ma propre entreprise depuis, plus de 10 ans maintenant. Avec laquelle je fais ce genre d'action, donc des conférences ou des team building en entreprise et je suis convaincue, de l'utilisation du sport et de l'intérêt du sport dans, l'expression de soi, qui est pour moi d'ailleurs une créativité, hein. On parle d'art martial. Là, je digresse, mais pour moi, l'art martial, c'est Vas-y. un art et la créativité est vraiment importante, donc c'est pour ça que je viens avec un art martial pour venir, parler à ce groupe de personnes ici qui avaient donc, un manque de confiance en eux. Et un autre symbole que j'aime beaucoup, en judo, c'est le fait de tu tombes et tu te relèves. C'est Mmh. basique, hein, et au moins tu le fais pour de vrai, en fait. Tu le fais, tu ressens l'expérience dans ton corps de tomber et se relever, se remettre debout et recommencer. Peut-être retomber, se relever et recommencer, mais tu vas toujours finir debout. Et ça, je trouve que c'est une belle école de la vie. Et puis, c'est apprendre aussi à bouger son corps dans l'espace. Tout le monde n'a pas, l'habitude de faire ça, l'habitude d'être touché par quelqu'un. Et dans le sport de combat, on est toujours à 2. Et en dehors du moment de sparring, on va dire, il y a ce moment d'apprentissage où tu vas apprendre avec l'autre, à faire une technique, à la contrer et tu vas donner ton corps à l'autre pour qu'il puisse s'entraîner et travailler. Donc il y a vraiment un don de soi et il y a une réception aussi, de l'autre et c'est pour ça que je pense que le sport peut être vraiment un outil thérapeutique, très intéressant. Mmh. Est-ce qu'il y a aussi une dimension, alors bon, on en a parlé beaucoup négativement, mais une dimension sociale aussi qui peut être intéressante? Il y a souvent quand même une cohésion dans les clubs de sport de combat. Alors j'ai peut-être une Mmh. vision biaisée par les seuls que j'ai fréquentés ces 15 dernières années, mais c'est aussi un groupe, enfin, on se respecte quand on se bat, entre guillemets. Oui, alors, ça dépend beaucoup de la personne qui va être en charge. Donc, moi dans mon expérience, j'ai vraiment vu tout et son contraire. J'ai envie de commencer par une note super positive que, j'ai découvert, ces dernières années avec, Nicolas Hott, comme tu l'as dit et au, Mamadou Gym. C'était vraiment un endroit où on travaillait tous ensemble et tout ensemble vers un objectif commun, même si chacun avait son objectif individuel. Et j'ai rarement vu un lieu d'entraînement avec autant de champions et de championnes, au même endroit, de sports différents, arriver à travailler dans cette symbiose et ça part vraiment en fait des entraîneurs et des responsables du club qui arrivent à mettre, les gens à égalité, à faire respecter chacun et chacune, ça c'est le point qui empathie en général, c'est le chacune, mais à rappeler, la valeur des gens et comment on se soutient dans la défaite et dans la victoire. Pour moi, ça part vraiment de l'entraîneur, de mettre des holà et des respects, parce que je l'ai vu aussi dans mon équipe de judo.
Il y avait vraiment énormément de violence et ça part en fait de l'entraîneur qui met pas de stop, qui a pas cette posture de manager, qui a un peu cette posture de, je laisse tout faire et quand on laisse tout faire, ben, ça passe ou ça casse et dès qu'il y a des pommes pourries, on va dire ça se répand et on laisse, certains personnages, prendre le dessus, écraser les autres, être plus violents. Ça laisse place à du harcèlement, à des violences psychologiques, physiques, sexuelles et cetera. Donc il y a vraiment de tout qui est possible et j'ai vraiment expérimenté des très chouettes, ambiances dans des salles, de combat où pourtant, tout le monde transpire et tout le monde se met dessus, quoi. Mmh. Donc message, en particulier pour tous les entraîneurs ou futurs entraîneurs ici, restez vigilants sur ces choses-là. On Ah laisse ouais. pas tout faire, on a une responsabilité quand on encadre un groupe quand même. C'est ça, ouais, tout à fait. Quand un entraîneur, hem un chef d'un club va mettre en place un entraîneur qui, refuse de tourner avec les filles, bah, il montre déjà en fait que, bah, tu as le droit de pas tourner avec les filles, quoi. Et Ah c'est parce que c'est toi, quoi? tu t'es retrouvé avec ou des situations où c'est l'entraîneur lui-même qui refuse de tourner avec toi ou avec les Alors filles en oui, général? j'ai eu, ce retour, de femmes, dans le jiu-jitsu brésilien. Après moi, je suis vraiment, c'est quoi la prochaine étape? Je tourne pas avec les noirs, je tourne pas avec, les, homosexuels. C'est Tourne pas avec vraiment de les la véganes. discrimination, quoi. Ouais, ouais, non mais Oui, carrément, ouais. des entraîneurs qui eux-mêmes, voilà, avaient ce type de posture, quoi. Ouais, ouais, bah, Et à je l'inverse, j'ai connu, des boxeurs, Mehdi, si tu nous écoutes, qui eux obligeaient, voilà: «Non, moi je veux pas qu'il y ait une fille qui soit seule, c'est inacceptable, vous tournez tous ensemble, sinon c'est pas acceptable, quoi». ouais, bien sûr. Honnêtement, bah, je passe un coucou à mon entraîneur en jiu-jitsu brésilien qui est très, dans cette mouvance-là. Donc du coup, on n'a pas du tout ce genre de comportement, donc c'est très bien. Par contre, on a le comportement un peu plus passif de l'esquive. C'est-à-dire que si une fille va pas voir, certains mecs, jamais de la vie, eux, ils vont aller vers elle. C'est peut-être un autre sujet, mais c'est un peu un prémisse aussi, quelque part. Parfois, ça m'énerve un peu quand je vois ma compagne qui est toute seule, c'est la dernière, personne ne l'a choisie. Oui, c'est Alors, ça, ouais. donc du coup, bon, je tourne souvent avec elle, mais comme je l'ai expliqué, tout à l'heure, chaque fois je prends ma rouste. Donc, Bah, c'est les peut-être gars, pour il ça faut qu'elle se oser. retrouve toute seule, hein. Oui, c'est ça, Et là, je c'est pense. pour moi, c'est la responsabilité aussi de la personne en charge, ben, un peu d'imposer aussi des choses dans l'ordre du possible, quoi, évidemment, si ça part en bagarre ou que c'est Non, plus, non, bien sûr. dans le respect, mais voilà, de le faire signaler, quoi. On met personne de côté. Nous, on l'a vu aussi beaucoup dans le judo avec, ben, parfois, les personnes, lourdes qui sont, bah, c'est plus compliqué de d'avoir un manque de partenaires, bah, elles sont tout le temps toutes seules et ça, Oui. c'est complexe, quoi. Moi, je suis un peu tu sais, le gars qui prend ces gens-là en pitié, tu vois? Donc le lourd en question, hein, ils se reconnaîtront s'ils écoutent, souvent je vais le voir, bah, c'est pareil, hein, tu prends ta rouste, hein, que personne ne veut prendre. Mais c'est normal. D'ailleurs, il y a un vrai sujet, alors je digresse à mort, hein, mais sur les lourds, les très lourds comme ça, c'est le sujet de la compétition, tu sais? Il y en a beaucoup qui sont un peu quand tu es le plus lourd, le plus «dangereux» entre guillemets à l'entraînement et que tu vas en compétition et qu'il y a que des lourds, comment dire? Il y en a beaucoup qui passent pas le pas ou qui en font une et qui se rendent compte que c'est trop dangereux en fait pour eux. Il y a plus de confort à rester à l'entraînement avec des gens plus légers. Est-ce que pour toi, c'est pas un peu l'inverse? Quand tu as un petit gabarit, est-ce que le fait de tourner constamment avec des gens plus lourds, ça te fait un peu relativiser le la force physique de tes adversaires en compétition? Bah, carrément, hein. Moi, j'ai vraiment appris, le sport j'ai commencé le sport de combat, il y a 26 ans. Il y a de plus en plus de femmes qui s'y mettent, mais à l'époque, moi, je m'entraînais qu'avec, des garçons. Alors avant l'adolescence, ça n'a pas beaucoup d'impact parce que, il y a moins de différence entre, les filles et les hommes. Après l'adolescence, ben, on se retrouve avec des moyennes, statistiques donc, avec les hommes qui sont un peu plus grands et un peu plus lourds, que les femmes. Donc surtout pour moi qui fait un gabarit léger, c'est moins vrai pour des femmes de 63 kilos ou de 70 kilos. Elles vont pouvoir
s'entraîner avec des hommes de leur poids. Mais moi, par la force des choses, vu que je suis un petit gabarit et légère, je me suis toujours entraînée avec des gens plus lourds que moi et beaucoup aussi des hommes. Donc effectivement, je pense que ça a contribué à la femme que je suis et à m'aider à progresser et à évidemment, voilà, développer une masse musculaire, et être capable, de, soulever autant, qu'un homme, du même poids que moi, quoi. Il y a une phrase que tu dénonces sur, un de tes posts Instagram qui est, cette phrase que les gens te disent: «Tu es forte pour une femme». Ouais. Hem, je plaide coupable d'avoir déjà dit ça, hein, sans arrière-pensée. Même si, j'ai tendance à remplacer, ça par, parce que ça part d'une envie de faire un compliment, en fait, quelque part. Ouais. Mais, j'essaie de remplacer ça par, bah, tu es forte pour ton poids. Parce que c'est beaucoup plus vrai et c'est assez mixte. C'est-à-dire que tu peux le dire même à un garçon qui est léger, quoi, hein. Ouais, tu es forte pour ton gabarit peut-être. Pour ton gabarit, ouais, voilà. C'est plus pertinent. Oui, effectivement, d'être surprise, qu'une femme d'1,60 m et de 52 kilogrammes, soit capable, je sais pas, de te battre au bras de fer. C'est un truc que les mecs me demandent souvent, je ne sais pas pourquoi. Mais, oui, et c'est impressionnant quoi de savoir que je peux battre au bras de fer, des mecs de 70 kilogrammes. On ne parle pas d'un sportif du dimanche, je parle de sportifs qui s'entraînent, donc Mmh. c'est comique. Effectivement, ça part d'une bonne intention, mais faut remettre ça en perspective. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a l'idée que les femmes sont pas fortes, et ça c'est un stéréotype de genre qui a vraiment la peau dure, et il y a cette idée aussi pour moi de transposer à d'autres discriminations. Qu'est-ce qu'on dirait? Ben, tu es forte, pour un noir, tu es fort, pour un arabe, tu es fort pour, Mmh. un homosexuel et cetera, tu vois? Et là, on se rend compte un peu que peut-être à l'oreille, ça choque plus. Si ça vous choque pas, il est temps de vous remettre en question. Mmh. Mais là, on se rend compte un peu du principe de base qu'on part que, la femme est moins forte. Or une femme qui a accès, aux mêmes capacités, d'entraînement, en fait, est capable de développer, autant de force, en tout cas. D'ailleurs, dans les sports de combat, on a des catégories de poids qui existent. Tu t'es même, alors je sais pas si c'était toi ou quelqu'un qui intervenait sur un plateau avec toi, qui parlait un petit peu du sujet des athlètes, trans. Donc qui, initialement sont nés hommes et changent de sexe, par exemple, et participent à des compétitions féminines. Il y a vraiment, comment dire, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, qui considèrent que c'est injuste pour les femmes, nées femmes dans la catégorie de combattre contre un ancien homme, par exemple. Il me semble que tu étais plutôt de l'avis de favoriser ces choses-là. Oui, Est-ce que tout à fait. Alors ça va faire, polémique, attention. Mais, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'il y a pas, une ligne bien droite définie entre, ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Donc ça, c'est la pensée binaire. Elle est simple, elle est accessible, mais la réalité, physique, biologique, sexuelle, elle est, totalement, différente, quoi. Il y a vraiment c'est plus un spectre, en fait, entre, ce qui est vraiment un homme ou ce qui est vraiment une femme. On peut être, génitalement, par exemple, femme et avoir, plus d'hormones masculines. L'inverse aussi. Il arrive aussi, par exemple, on connaît les intersexes, qui est quand même l'équivalent de la population rousse. Donc c'est des personnes qui sont, XXY, YXX, voilà, qui ont un peu des chromosomes différentes. On a aussi le principe des gamètes qui peut être, moins tranché que, ce qu'on pense. Donc ça, c'est déjà un point qu'il faut pas partir de là. C'est que dans le sport, on a une ligne droite, bah, c'est homme ou femme. Donc ça, c'est déjà compliqué parce que ça colle pas à la réalité, biologique qui est beaucoup plus complexe, et on est tous en fait plus ou moins hommes, plus ou moins femmes. Alors là, il y en a beaucoup qui vont grincer des dents, mais renseignez-vous, au niveau, vraiment de ce que dit la science. C'est, vraiment passionnant. Donc à partir de ce moment-là, je je t'écoute. digresse du coup. Non, 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 mais au contraire, ça m'intéresse. Est-ce que, quelque part, est-ce que tu penses que si on enlevait cette ligne quelque part et qu'on gardait que des catégories de poids, par exemple, plutôt que de séparer les hommes et les femmes, on comment dire? Ce serait équitable?
Bah, le sport, en fait, n'est jamais équitable et on essaye de le rendre le plus juste et le plus équitable possible en mettant des catégories de poids, des catégories d'âge, des catégories Mmh. hommes-femmes et même en JJB, les catégories de couleur de ceinture. Alors ça, moi, moi, c'est j'aime pas trop. Mais en vrai, c'est, que le sport de haut niveau, il sera jamais équitable. On a tous et toutes, des spécificités, en fait, génétiques, tactiques, des spécificités aussi. Il y a des personnes qui peuvent plus s'entraîner, d'autres moins s'entraîner, d'autres qui ont des beaux entraîneurs, d'autres qui ont des mauvais entraîneurs, Mmh. d'autres qui ont des grands gabarits, d'autres qui sont plus laxes. Il y a des gens à qui c'est incapable de mettre une clé de bras, par exemple, parce qu'ils ont, une laxité. Donc en fait, on aura toutes et toutes toujours, certaines prédispositions et ce qui est gênant ici, dans ça, c'est qu'on part du principe que l'homme est plus fort, que la femme. Mmh. Alors si il faut savoir que les femmes sont capables de développer, de la masse, musculaire aussi. À la biopsie, par exemple, hommes et femmes, on voit pas la différence dans le muscle, vraiment à la biopsie. Donc il y a pas un muscle homme et un muscle femme. Par contre, c'est vrai que dans le spectre dont je parlais tout à l'heure, hommes et femmes, il y a quand même des différences. Les hommes sont statistiquement plus grands, ils ont moins de graisse, les femmes, on a plus de graisse, on a une variation cyclique et cetera. Donc il y a des différences quand même, biologiques. Moi, ma conviction, c'est que, on a déjà accès à moins d'entraînement, on nous donne moins de chance, on croit moins en nos capacités. Il y a plein de stéréotypes sexistes qui nous empêchent, de développer une masse musculaire et qu'une femme, en fait, qui est entraînée, comme un homme et qui va combattre au même poids, qu'un homme, je pense que déjà l'écart, en fait, est extrêmement réduit par rapport à Mmh. ce qu'on peut avoir dans notre imaginaire collectif et c'est là le point. Le point, c'est pas de dire: «Il y a pas de différence». Il y en a, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup moins que ce qu'on croit. Et plus les femmes ont accès à du sport et des entraînements de qualité, plus leur niveau augmente. Et quand je rebondis aussi sur le concept de l'entraînement, on est entraîné comme des hommes, donc de façon linéaire, alors que nous sommes cycliques. Et on a les études, toutes les études d'entraînement, donc toute la science et tous les écrits d'entraînement sont principalement basés sur le fonctionnement des hommes et pas sur le fonctionnement des femmes. Donc on a déjà des compétences assez fortes, assez incroyables dans toutes ces conditions-là. Bah, ma réflexion, c'est imaginer ce qu'on serait capable de faire et quel pourrait être notre niveau si on avait des entraînements adaptés et si on avait toutes les mêmes chances de départ. Ça, c'est ma question. Franchement, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, j'ai un avis et je pense sincèrement que, comme tu l'as dit, si, déjà si on garde bien évidemment les catégories de poids quand même, le la différence, elle est très limitée. Est-ce qu'on manque d'études aujourd'hui? Est-ce que c'est ça Oui, qui est limitant? Ou oui, est-ce on manque qu'on manque d'études. de structures plus, comment dire? Tout. De clubs avec que des femmes dedans quoi? Ou plus ou Heu, moins, qui mais il y a s'entraînent comme déjà des le femmes? principe, du préjugé, sexiste qui va être intériorisé donc c'est-à-dire, il y a des études qui ont été menées là-dessus. Par exemple, sur, les gens forts en maths, on a ce préjugé, c'est les garçons qui sont plus forts en maths et on va juste dire aux enfants, on va prendre des, heu, des classes où on va, ne rien dire, les résultats sont équivalents. Après, on va dire: «Ah bah, les garçons sont plus forts en maths», ben, les résultats vont changer. Juste avec le fait de le dire. Ils l'ont fait par exemple avec: «Ah bah, c'est les enfants qui ont les yeux bleus qui vont être plus forts en maths», bah, les résultats s'améliorent pour les enfants aux yeux bleus. C'est l'effet un peu, Pygmalion qu'on appelle ça, donc la Mmh. prophétie autoréalisatrice et ça marche aussi si juste en fait, la personne qui va donner cours, elle le pense juste dans sa tête, pas uniquement, pas seulement verbalement. Donc Mmh. à partir de là, on sait que les stéréotypes ont la vie dure, donc les entraîneurs, oui, il y a un truc à aller, déconstruire au niveau, des stéréotypes pour augmenter le niveau. Il y a plein d'aussi manque d'études à ce niveau-là. Donc comme je l'ai dit, par exemple, on a des études sur les biopsies. On sait que les femmes aussi peuvent être plus fortes que certains hommes, dans certains sports, sur plus les courses à longue distance, par exemple. Mmh. Il y a des petites spécificités où nous, on peut être, avantagé par notre génétique. Mmh. Et pour revenir à la question des personnes trans, c'est le problème aussi de la testostérone qui est un peu, surévaluée, dans le monde du sport. Hem et le problème ici, c'est qu'on ne sait pas aussi que, les personnes trans, pour être autorisées à concourir dans une catégorie ou l'autre, elles doivent être sous traitement et elles ont moins de testostérone qu'une femme, cis. Donc une femme cis, c'est une femme qui est née, femme.
Donc elle en a moins en fait, donc elle est pas avantagée par rapport à la testostérone. Par contre, il y a d'autres questions qui se posent, c'est, ben, voilà, si, cette personne a vécu toute sa vie en tant qu'homme et a développé tout son physique en tant qu'homme avec plus de testostérone et moins de graisse qu'une femme, si elle va transitionner plus tard, est-ce qu'elle peut avoir un avantage physique? Certainement, mais cela dit, il y a aussi des femmes qui ont une très haute testostérone, beaucoup moins de graisse que les autres femmes et une masse musculaire, plus importante. Et là où ça prouve que c'est un préjugé aussi sexiste, c'est que ça ne pose question que dans une seule que dans un seul sens. C'est-à-dire, on part du principe que, si tu es un homme, tu es plus fort qu'une femme, donc c'est dans ce sens-là, où ça devient gênant et dans le sens inverse, ça ne devient pas gênant. Mmh. Oui, je comprends. Puis oui, c'est vrai, en fait, on a tous des différences génétiques de base. Quelque part, c'est toujours injuste, en fait. Sauf que là, on Oui. y rajoute une dimension sociale par-dessus. Et il y a certains sports, tu sais, où il n'y a aucune différence, en fait, technique entre les hommes et les femmes qui expliquent une différence de performance. On en parlait avec un autre invité, Thibaut. Moi, je suis fan du championnat du monde de MotoGP, que je regarde beaucoup. Techniquement, quand tu es sur une machine, dans une Formule 1 ou sur une moto en MotoGP, ton physique, quelque part, n'a aucune incidence. Voire même, tu vois, les plus grands champions, ils ont des vrais physiques de jockey, c'est-à-dire qu'ils font 50 kilos et ils sont tout petits. Tu vois, et malgré tout, on n'a aucune femme à haut niveau. Donc, Oui. qu'est-ce qui explique? Il y en a eu, hein, il y en a eu en Moto 3 dans des catégories secondaires, mais au plus haut niveau, il n'y en a jamais eu. Et pourtant, il n'y a vraiment rien physiologiquement qui explique ça. On est 100% sur l'effet social de la chose, Ouais, sur le tout à fait fait. que les sponsors ne veulent pas sponsoriser une femme. Mmh. Et honnêtement, je ne sais pas comment faire, parce que si tu vas sur les journées circuit, je crois que tu fais de la moto aussi, il me semble. Ouais, ouais, j'ai mon permis moto, tout à fait. Voilà. Quand tu vas sur un circuit, il y a plein de filles en fait qui roulent et qui roulent Mmh. bien en plus. Donc bon, voilà, on Oui, il n'a y a pas il y a parlé vraiment un de effet l'aspect social, financier. on en a une, en Belgique, qui fait de la motocross et elle dit vraiment, ouais, c'est très compliqué, de se faire sa place même si, je suis une des meilleures, je elle a vraiment des réactions, qui sont basées sur son genre. Tu l'as très bien dit, le problème des sponsors, mais il y a aussi, le problème aussi des autres concurrents qui vont, re-questionner, la place d'une femme dans un sport automobile. Le sport automobile est par essence, très, très masculin. Il y a aussi cet effet d'entonnoir par exemple, pour tout ce qui est, course, il y a très peu de filles, par exemple, qui commencent le kart. Donc effectivement, dans le sport automobile, ben, on va se retrouver avec moins de femmes parce que à la base, par exemple, on va prendre la F1, bah, il y a 20 pilotes de F1 dans le monde, bah, il y en a 20, sur combien? Et sur ces combien-là, c'est une question que je me suis posée en regardant la série sur Netflix, un peu de pub, sur Formula One. Pourquoi il y a pas de femmes, en fait? Bah, c'est parce qu'à la base, déjà, il y a beaucoup moins de femmes. Donc déjà, tu en as 20 qui sont sélectionnées Mmh. sur tous ceux qui participent dans le monde, tous ceux qui rêvent de faire ça. C'est déjà très, très peu. Mais en plus, il y a très peu de femmes à la base. Oui, Mmh. c'est un phénomène qui est totalement social, Et effectivement. et puis c'est des sports qui coûtent extrêmement cher. Ça veut dire que, quelqu'un qui arrive en Formule 1 ou en MotoGP, il y arrive pas tout seul. C'est pas Tout à sur ses fait. fonds personnels, ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent payer pour lui, donc ils doivent, en fait, tu dépends de beaucoup plus de gens que si tu fais du trail, par exemple, tu vois? Tout à fait. Voilà, donc ça amplifie un peu cet effet-là. En tout cas, j'invite tous nos auditeurs à lutter contre ça autant que possible. Contre ces stéréotypes, parce que bon, ça n'a aucune place. Moi, tu sais, j'ai un esprit vraiment martial, que ce soit dans les arts martiaux ou dans d'autres sports. Si t'es meilleur que l'autre, t'es le meilleur, et puis c'est tout, hein. Tout le reste, c'est du bullshit quelque part. Oui, après, il y a quand même, dans le combat, il y a aussi un environnement extérieur. Il y a ce qu'on contrôle et ce qu'on contrôle pas. Dans la compétition, des fois, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Comme une Donc, épine dans le pied, par exemple. oui, Je pense qu'il y a oui, quelques auditeurs qui auront la ref, j'espère. oui, c'est bon, je l'ai. Tout à fait, voilà, l'épine dans le pied, oh oui, après, il y en a aussi qui remettent en cause l'arbitrage. L'arbitrage est pas toujours, fair, ouais, on le voit que dans un sens. Quand c'est pour nous, en général, on se dit pas: «Ah ouais, l'arbitre, il m'a un peu avantagé».
Mais c'est aussi une réalité, hein. Il y a ça à prendre en compte, il y a le public, il y a l'endroit où on où on concourt, il y a le régime aussi, parce que dans les arts martiaux, qui dit art martial dit, catégorie de poids, dit souvent, régime. Est-ce que des fois ça se passe bien? Est-ce que des fois ça se passe pas bien? Est-ce que des fois ton corps, il t'envoie vraiment paître et il dit, «J'en ai marre de ce que tu me fais subir là»? Moi, ça m'est déjà arrivé, quoi. Tu peux avoir fait un régime, plein de poids, nickel, il marche super bien. Un jour, il te dit: «Bah, non, c'est fini». C'était quoi Donc la différence de poids qu'il y avait entre ton poids de «tous les jours» entre guillemets et ton poids de compétition? oh là là. Alors, moi, j'ai combattu pendant plusieurs années en moins de 48 et je faisais déjà, 54 kilos, quoi, sur la fin, avant que je change de catégorie, quoi. Donc, ça, c'était très compliqué parce que j'avais déjà un pourcentage, un ratio de masse grasse, masse maigre, j'avais très peu de masse maigre. Donc pour moi, déjà arriver à moins de 52, c'était très, très dur De masse et après grasse? j'avais ouais. Mmh. Après pour arriver à moins de 52 kilos, c'était déjà très, très dur et pour arriver à moins de 48, j'arrivais même plus à m'entraîner, quoi. C'était, vraiment j'étais un légume, je bougeais pas et c'est là où je me dis: «Mon corps, mais qu'est-ce que je lui ai fait subir, quoi?» J'étais capable de rester couchée une semaine, pour perdre mon poids. Donc vraiment, dans des phases très très anorexiques et avec, beaucoup de troubles du comportement alimentaire et par contre, ben, j'allais en compétition, alors le début de la compète, c'était super difficile et puis après, en fin de compétition, j'étais, tellement au-dessus des autres, quoi. C'était assez incroyable. C'est pendant ces années-là où j'étais, numéro 2 mondiale, pendant tout un moment. Mais Mmh. oui, j'ai fait, subir énormément de tort à mon corps et maintenant, après 2016, je suis passée en moins de 52 et je suis à peu près à, 56, kilogrammes, en poids de forme, quoi. Donc c'est-à-dire quand même déjà, bien sèche, bien affûtée, bien entraînée. Donc j'ai 4 kilogrammes, 4 kilogrammes à perdre, quoi. Oui, oui, mais on se rend pas compte, mais c'est quand même parce que ça a l'air de rien par rapport à des gens qui font des sèches de 10 kilos pour un combat. Sauf que quand tu fais 90 kilos, 10 kilos, ça a moins d'impact que 4 kilos quand tu en fais 50, quoi. Oui, c'est une question de proportion Ouais, et voilà, une c'est question de important. masse grasse aussi, et aussi on n'est pas égaux, non plus en termes de rétention d'eau, les hommes et les femmes, quoi. Aussi, Oui. on doit voir avec notre cycle, comment ça affecte la rétention d'eau. Moi, je suis quelqu'un qui prend, 2 kilogrammes, à certaines périodes de mon cycle, donc ça affecte quand même énormément. Ouais, ouais, c'est clair. Je l'observe aussi beaucoup, chez ma compagne, les écarts de poids sont dingues. Enfin, c'est vrai que chez les hommes, on vit pas trop ça, quoi. On a des différences de poids, mais c'est rare que ça fasse le yo-yo comme ça, au cours du Ouais, mois, on va dire. ouais, tout à fait. Alors, ça fait déjà presque 1 heure qu'on discute, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton alimentation. Oui. Hem, tu es végétarienne ou végane aujourd'hui? Hem, Ou alors végétalienne? disons que, je pense que 95 de mon alimentation est, d'origine, végétale. Après parfois en société, c'est plus difficile donc je vais aller plus sur le régime, végétarien. Mais chez moi, j'ai quasiment tout qui est, d'origine animale. Donc, je me Ouais, permets quand même un peu de flexibilité pour quand je suis à l'extérieur parce que, j'ai été au régime toute ma vie et que je pense que c'est l'impact général, qui est plus important que, le cas par cas, quoi. Voilà. tout à fait d'accord, ça a toujours été mon avis, ça amène à pas mal de polémiques, en commentaire souvent, quand on dit ça. C'est le cas Moi de beaucoup de nos invités, moi, je on a trouve des ça gens cohérent. Je trouve ça voilà, très cohérent, c'est vraiment une question de quel est mon impact global? Pourquoi est-ce que je fais ça? Et moi, je trouve ça très cohérent avec qui je suis et pendant ma carrière, pour, répondre à ta question, vraiment quand je combattais, j'ai demandé à faire, cette transition avec ma nutritionniste, donc Cécile de Fight Nutrition Academy, je la salue au passage, mmh qui m'a vraiment suivie, là-dedans, et qui m'a accompagnée pour, réapprendre à équilibrer mon alimentation et dans son plan alimentaire, tout était, d'origine, végétale. Donc mon régime, alimentaire était vegan. quand est-ce que tu as fait cette transition? Il y a 5 ans, je crois, à peu près, 5 ans, d'accord. Et qu'est-ce 4 que ans peut-être. du coup, quelles sont les difficultés que tu as eues, dans cette adaptation? Est-ce que tu en as eu?
Nous, on essaie d'être transparent sur le podcast. J'ai pas envie qu'on nous accuse de donner une image utopiste de ce Non, régime-là. juste. Si tu as eu des déboires, il faut les dire aussi. Et puis des effets positifs, bien sûr, également. Alors, moi déjà, il y avait un gros frein, c'était les croyances. Les croyances de il faut manger de la viande pour être sportive, pour être forte. On a toujours beaucoup de protéines, etc. Donc, il y avait déjà énormément de croyances. C'était déjà assez difficile pour moi. Puis je prenais quand même parallèlement à ça de plus en plus conscience de mon empreinte carbone, de l'impact que ça avait sur les animaux, les violences dans les abattages, etc. Et pour moi, j'étais plus en cohérence avec mes valeurs en continuant à manger de la viande. Pourtant, j'ai quand même un peu poussé parce que je voulais pas changer en cours de saison. Mais j'ai déjà essayé de diminuer. Donc, j'ai vraiment fait une transition petit à petit où bah, j'ai diminué déjà tout ce qui visuellement ressemblait à un animal. Donc, aller plus vers de la viande hachée, des choses comme ça. Déjà, plus de viande rouge. Pour moi, ça, c'était déjà important, donc de diminuer. Après, quand j'ai décidé vraiment de faire ma transition, j'en ai parlé avec ma nutritionniste et vraiment elle m'a accompagnée là-dedans. Donc c'était difficile au début de trouver les idées, pour cuisiner. Pour ça, ben, merci Instagram. L'algorithme a bien fait son boulot, donc plus je m'intéressais aux recettes, plus j'en avais. Et c'est important de retrouver un nouvel équilibre dans son alimentation et de recuisiner. Donc tous ces stéréotypes de, «Ah oui, vous mangez de la salade, vous mangez des graines». Non, en fait, c'est Oui. faux. Hem, Au niveau des autres difficultés, donc c'est l'apprentissage d'une nouvelle cuisine, donc ça Mhm. c'est un peu lourd. La mise en place d'un nouveau régime, ça c'était plutôt le travail, du coup, de Cécile, parce que c'est pas moi qui l'ai pensé. Donc c'est elle qui a tout pensé pour avoir la bonne source de protéines dans mon alimentation. Donc déjà, Mhm. j'ai envie de dire merci et c'est possible. Après, quel impact ça a eu sur moi? Bah, au début, c'était assez difficile parce que, il y avait certaines odeurs, on va dire, c'était le poulet rôti, par exemple. Le poulet rôti, j'avais encore envie. J'ai encore mangé un peu des œufs et du fromage aussi, donc j'ai essayé de faire vraiment les choses en douceur et d'accepter que, je «rechute» entre guillemets. Voilà, quand j'avais vraiment envie, ben, de viande, j'ai remangé de la viande, mais de nouveau avec cette idée d'impact global plutôt que pris Mhm. sur un jour. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à vraiment être dégoûtée de la viande et à vraiment voir un animal mort, dans mon assiette et voilà, maintenant j'en mange plus du tout, quoi. Après c'est le plus dur, c'est encore en société, les réflexions que j'ai pu me prendre au début de ma transition. Maintenant, c'est plutôt accepté, mais au début, c'était des réflexions assez lourdes, quoi et beaucoup de sportifs qui s'interrogent: «Ah ouais, c'est possible?» Bah ouais, c'est possible, et oui et j'avais même moins de difficultés à faire mon régime, à me mettre au poids donc ça, c'était assez bien donc très intéressant. Aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à Plutôt cuisiner. moins de difficultés à te mettre au poids. Ouais, Parce c'est que ça. c'est vrai qu'on entend un peu les deux avis. Ouais, ça m'étonne pas. D'un côté tu as un régime qui est souvent plus sain. Ouais. C'est pas dit, hein. Aujourd'hui, tu peux manger de la glace Ben Jerry's tous les soirs, comme pour ne Non, pas les parce que moi, en citer. fait, j'ai un régime, où je prends des et ça, c'était déjà avant, je mange pas d'aliments transformés. D'accord, encore aujourd'hui, alors tu avais quand même fait un truc avec Eura, Ouais, je crois, ouais, qui bon, c'est un peu des aliments transformés du coup, ouais, mais bah, c'est la je me suis demandé majorité de est-ce que mon alimentation, hein, des fois, bon, ça fait plaisir d'avoir un petit nuggets de voilà, chez c'est ce Aura que j'allais te ou d'avoir demander. une petite saucisse à griller, c'est drôle. Après, j'apprends de plus en plus à le faire moi-même, donc comment est-ce que je peux faire des nuggets sans aliments transformés, juste à base de tofu ou de Mmh. protéines de soja, déshydratées. Après Eura, je trouve qu'au niveau de la transformation d'aliments, c'est quand même assez light, quoi. Ils ont une liste d'ingrédients, de 3 à 4 ingrédients. On n'est pas sur un produit, à base, d'additifs, à n'en plus finir, quoi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait ce petit partenariat avec eux parce que je trouve que pour un truc transformé, ça reste assez sain. Oui, oui, totalement, hein. Moi, je suis consommateur aussi, mais je me posais juste la question, justement, si c'était la majorité de ton alimentation Non, ou si c'était plutôt le petit plaisir, que le de petit temps en temps. plaisir de temps en temps comme, alors pour ça, parce que moi je reprends cet argument, bah, c'est comme le Coca Light, quoi.
Des fois, quand Ouais, j'étais au régime, j'avais envie de sucre, ben, je bois un Coca Light. Voilà. c'est ça, en fait, le Et pourtant, problème, je c'est que bois quand le jamais de Coca Light, Coca, tu le bois quoi. tous les jours, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Pourtant, je prends jamais de Coca et bah, de temps en temps, ça m'arrivait, quoi. Et puis voilà, il faut pas se flageller pour ça. Sinon, l'impact global, vu que j'essaie aussi de consommer un maximum sans déchets et sans plastique, ben, pour ça, il faut aller au vrac et prendre des aliments le moins transformés possible, quoi. Mmh. Très, très difficile. Enfin, moi, j'y pense souvent et j'ai beaucoup de mal et j'ai toujours mal à regarder ma poubelle, de recyclage. Alors tu l'envoies au recyclage, c'est déjà bien, tu vois? Mais Ouais, elle est trop pleine, quoi. de nouveau, c'est un apprentissage, en fait. C'est vrai que dans la grande surface, on nous en propose pas beaucoup et pourtant il y a quand même un changement. Ça commence à venir. On en trouve maintenant des rayons en grande surface de vrac. Mais ouais, moi, j'avais cette chance aussi, d'habiter, dans une région, à Paris qui était proche, vraiment de magasins en vrac qui étaient abordables et de pouvoir aller chez certains primeurs. Alors c'est pas facile à trouver, hein, je l'admets, mais d'avoir trouvé certains primeurs de fruits, vraiment local et durables et ça, moi, j'ai trouvé ça remplissait tous mes critères économiques et mes valeurs et de qu'est-ce que je veux consommer et comment, quoi. Alors tiens, je vais en profiter pour une petite mise en garde pour partager avec toi et surtout avec nos auditeurs. Attention à l'arnaque des marchés aussi. Protéines de soja texturées. Jusqu'à ce que j'aille leur demander, mais plutôt que je vous dégomme le truc à chaque fois, est-ce que vous voulez pas me donner une plus grosse quantité? Et en fait, ces trucs-là sont stockés en paquets de 5 kilos. Et le paquet de 5 kilos, c'est un paquet en plastique doublé énorme. Mmh. Mais vraiment un truc, tu peux t'en servir de sac poubelle pour mettre des déchets radioactifs, le machin, hein. C'est, Ouais. des conditionnements qui sont plus grands, mais ça reste des conditionnements parfois en plastique, même, j'en ai vu quand même qui renvoient des boîtes aux producteurs et cetera, donc ça, c'est quand même plus sain. Mais oui, ils ramènent des plus gros sachets, quoi. Ouais, je pense que pour tous les trucs secs enfin secs, mais qui craignent pas trop l'humidité comme les noix, les noisettes, les choses comme ça doit pouvoir se faire. Mais c'est vrai que les protéines de soja déshydratées, je pense que leur grosse peur, c'est qu'il y ait de l'humidité dans le conditionnement Mmh. et que, bah, ce soit plus consommable. Donc c'est compréhensible quelque part. Mais bon, quand ils m'ont filé ce sac de 5 kilos, qui m'a servi à plein de trucs d'ailleurs, hein, parce qu'il est super solide le sac. Mais bon, voilà. Heu Après, rien n'empêche de poser la question dans votre magasin bio ou dans n'importe quel magasin. En général, les réponses sont accessibles, il suffit de poser la question. Souvent, on ne sait pas parce qu'on ne demande pas. Ouais. Tu as parlé un petit peu des effets sur ton physique, du côté social un petit peu, que tu fais quelques exceptions. Comment tu gères, l'impact social dans ton quotidien? Alors, je ne sais pas si tu vis en couple, en coloc ou quoi? Est-ce que tu vis avec des gens? Et est-ce qu'ils partagent tes convictions? Oui, je vis avec des gens qui partagent, mes convictions, tout à fait. Ça n'a pas toujours été le cas et j'étais souvent, moquée pour ça. C'était assez dur pour moi. C'est des formes, aussi, de violence d'essayer d'humilier quelqu'un parce qu'il a envie de faire quelque chose de différent de toi. Surtout que je le fais vraiment par conviction et je pense que ça a tendance à mettre, les gens face à leur propre incohérence. La plupart des gens seraient incapables de tuer une bête pour la manger, quoi. La plupart des Mmh. gens qui visiteraient un abattoir après, je pense que ça ferait un électrochoc quand même, sinon, bah, tu pas humain, t'as pas d'empathie. Si on mange autant de viande, c'est qu'il y a beaucoup de croyances et aussi beaucoup, d'incohérence, et que le fait d'être face à quelqu'un de végétarien ou végan, ça vient te questionner. Pour certaines personnes, hein, tout le monde ne se questionne pas, tout le monde est Ouais. forcément tout le temps en train de se remettre en question, mais ouais, il y a cette question de dissonance cognitive qui est assez intéressante, à ce niveau-là, quoi. Bah, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on inverserait presque la tendance si on devait tous tuer nos animaux. Mmh. Aujourd'hui, il y a une minorité de gens qui assument ce fait de ne pas en être capable, et donc qui arrêtent de consommer des animaux. Il y a aussi une portion de la population qui chasse, qui tue ses animaux soi-même.
Ok, mais ça deviendrait une minorité absolue comme l'est la population végétarienne ou végétalienne aujourd'hui, quoi. Oui. Ouais, Mais j'avais écoute, déjà entendu ce témoignage d'un chasseur qui allait tuer 1 à 2 bêtes par an et voilà, qui faisait toute son année avec ça et qui défend que la bête, elle a eu une belle vie en forêt et ça, je suis capable de l'entendre. Même si je suis pas capable de tuer une bête, mais je trouve que ça a plus de cohérence en fait comme discours que, les personnes, qui vont manger, ben, de l'agneau quoi. Là, mais c'est un bébé! C'est ouais, c'est clair. c'est un bébé qu'on a arraché à sa maman et qui a pleuré et là je peux non mais là moi ça me tord le cœur quoi, c'est et ça ouais, n'a pas toujours été le cas, hein. Moi aussi, j'étais dans cette, on est complètement déconnecté en fait, du fait qu'il y a un animal et les lobbies de la viande viennent nous mettre des jambons qui rient, des vaches qui pâturent avec des petites fleurs et qui sont heureuses. En fait, on est complètement déconnecté de ce qui se passe derrière, ton morceau de viande, on les appelle même pas pareil quoi. Quand on va du steak, on va dire du poulet alors que c'est une poule, enfin, c'est, ouais. mais oui, oui, non seulement il y a des noms qui sont choisis pour qu'on oublie ce que c'est, Ah, mais en c'est plus encore maintenant, coupé. tu as vu qu'on n'a plus le droit de les utiliser pour parler de steaks végétaux ou un truc comme ça. Ah ouais, c'est complètement scandaleux. Formidable. Je me suis fait tromper par le consommateur. C'est la puissance des lobbies de viande est quand même incroyable. Comme on tue des milliards d'animaux en France et on en tue beaucoup trop de ce qu'on a besoin, quoi. C'est hallucinant, quoi. Ouais, C'est mais c'est très, ce que très tu puissant. disais à l'instant, je rebondis dessus, qui est très important, c'est qu'on se rend plus compte. Je pense que tu l'as déjà vécu. Il y a des fois où tu dis que tu es végane ou végétarienne, et les gens, tu te poses des questions sur ce que tu peux manger ou ce que tu peux pas manger. Tu vois, ils savent pas ce que c'est. Enfin, ils ont compris que tu mangeais pas d'animaux et que tu mangeais rien qui venait des animaux, et quand même, ils vont te citer une liste d'exemples de choses qui n'ont aucun sens, quoi. Plein de gens ne savent pas que dans les pâtes alimentaires, par exemple, dans l'immense majorité, il n'y a pas d'œufs. Tu vois? En Ouais. fait, les gens ne savent Et pas dans ce le qu'il y a dans ces pesto, pâtes. attention, le pesto, il y a de la pressure de porc. Dans le pesto? Dans Ouais, quel pesto? le Tous pesto. les pestos? Bah, beaucoup de pesto, ouais, ça, il y a de la pressure de porc. Ouais. Est-ce que ça a j'imagine que il n'y a pas écrit pressure de porc. Il doit y Je avoir un sais pas. code. Franchement, j'ai appris ça récemment, je savais pas. Bah, c'est comme dans les bonbons Haribo, hein, à base de gélatine et Oui. cetera. De toute façon, dans le pesto, il y a du fromage, mais voilà. Donc ah non, Alors il pas y a pas de tous, pas fromage dans le tous. pesto. Non, non, il y a pas forcément de Ça fromage dépend. dans le pesto. Si, souvent, il y en a, mais il y a quelques marques qui en font. Alors, la marque Barilla met en avant le côté vegan. Il y a écrit vegan dessus, en Ouais, gros. mais il y a des trucs trop drôles avec ça. J'ai acheté, des cookies, c'est écrit végé dessus. Ça me fait rire. Enfin, un cookie Ben oui. végé, je vais pas acheter un cookie avec de la viande, quoi. Alors je me dis: «Ah Mm, peut-être il veut dire vegan, est-ce que c'est des cookies sans œufs?» Du coup, je regarde, bah non, il y a des œufs, il y a de la même matière pas. grasse, il y a du beurre. Quoi? Non, c'est végé, ça veut dire qu'il y a pas de viande ni de poisson dans mon dans mon cookie. Dans un cookie, c'est génial. Ah ça m'a Ouais. beaucoup fait rire, quoi. C'est c'est allé assez hallucinant. Ouais, ouais, demain, on va vendre des carottes végétariennes. Oui, voilà, c'est ça. Mais pour en revenir à ce truc de lobby, c'est assez fou parce que, bon, on l'a entendu les arguments, maintes et maintes fois, je crois, fruits de mer, tomates cœur de bœuf et cetera et c'est pas du tout pour ne pas tromper le consommateur, mais ça ne nous empêchera pas de manger, des produits, dérivés, hein, je pense. Bien sûr, non, mais c'est sûr. Moi, je trouve ça plutôt encourageant. Je ne sais plus avec quel invité j'en parlais. Quand on en est à ce niveau de résistance pathétique, quelque part, c'est que déjà qu'il y a une conscience C'est de dangereux. la menace, Oui, déjà, oui, oui, tout à fait. et qu'il y a très peu d'arguments contre. Parce que Heu, pour se battre pour de telles futilités, c'est que c'est c'est un que ils savent pas quoi faire, quoi. c'est une stratégie que j'ai déjà utilisée aussi, pour moi, avec des personnes qui voulaient m'empêcher de travailler à tout prix. Et je me suis dit: «Bah, c'est que je dois vraiment être une menace pour eux, quoi» et j'essaye de le prendre, du coup, c'est que je suis une menace pour eux et tant mieux, quoi. Si je suis une menace Mhm. pour les gens qui se sentent en insécurité, parce qu'ils ont des choses à se reprocher, ben, tant mieux, en fait. Ça me pousse à continuer. Bah, d'une manière générale, sur toutes les personnes qui tournent en dérision le fait que tu sois végétarien, végétarienne ou végane,
C'est un processus de défense qui est assez naturel, hein. Tourner la chose en dérision, ça a toujours été une façon de se défendre. L'agressivité aussi. Est-ce que toi, par exemple, tu as tourné ça en dérision avant de t'y mettre, ou est-ce que c'est une démarche qui est venue de manière assez bienveillante? J'ai tourné les autres personnes qui étaient végé, tu veux dire? Oui, oui. Est-ce que Ah, t'en je connaissais avant comprenais de toi pas, faire je cette... comprenais pas. Très tôt, j'ai été confrontée à mon oncle qui était végétarien. Je comprenais pas en fait, simplement. Je me posais pas la question, je me moquais pas, mais je comprenais pas. C'est vraiment plus tard que j'ai compris, quoi. Mais je pense pas Je m'être pense déjà que... moquée de personne. Mais après, j'ai peut-être Alors, déjà posé. Oui, tu il m'entends? y en a qui... Oui, J'ai je peut-être t'entends. Il déjà y en a posé qui... des questions à qui pourraient se paraître aberrantes. Effectivement, ça mea culpa, j'ai dû le faire. Oui, oui, bien sûr. Et puis même, enfin voilà, il y a des exemples de personnes qui ont tourné la chose en dérision, qui sont littéralement foutus de ma gueule, quoi, à un moment donné, et qui aujourd'hui sont plus engagés que je serais jamais moi-même, tu vois. Bah, Comme c'est bien. Thomas, notre invité numéro 9 sur le podcast, justement, j'en profite à chaque fois pour faire des petites pubs pour les autres épisodes, qui m'a vraiment bien gonflé, hein, à l'époque où on était collègues, et c'est un taquin, Thomas, hein, voilà, vous pouvez aller l'écouter l'épisode, tu pourras l'écouter si tu veux. Et ben maintenant, il s'est infiltré en abattoir pour L214, il allait chercher des images, il est vegan, engagé, plus que je ne serais jamais, tu vois. Comme quoi, voilà, c'est pas gravé dans le marbre, et parfois, c'est aussi une personne qui sait au fond d'elle que tu as raison et qui s'en défend. Oui, Je tout à je fait. je le pense, Bah, je le pense fermement. ouais, moi, je pense que la meilleure pédagogie, c'est l'exemple et c'est pour ça que j'en parle, voilà, sur mes réseaux sociaux, sans essayer de forcer les gens, même si bah, j'en pense pas moins, quoi. Je pense que il y a une responsabilité, que ce soit en matière de violence pour les animaux, mais aujourd'hui que ce soit une responsabilité aussi collective de notre empreinte carbone. Et arrêter de manger de la viande, c'est un des actes qui a le plus d'impact personnel. Donc c'est notre plus grand levier personnel qu'on peut avoir sur l'économie et sur notre empreinte écologique. Donc ça, il faut déjà le savoir et s'en rendre compte. Et en fait, c'est un acte aussi très égoïste de manger de la viande. Là, je pense que je vais me prendre des vagues de haine en disant ça, mais c'est un acte très, très égoïste, autant d'un point de vue de son empreinte carbone, parce que ça impacte tout le monde. Le réchauffement climatique impacte tout le monde et impacte les personnes les plus faibles, les plus précarisées, etc. Pas de là à dire que c'est parce que tu manges un steak que le climat se réchauffe, mais il faut prendre ça vraiment dans la globalité de toutes les personnes qui continuent à manger excessivement de la viande. Je pense qu'il y a un point, en fait, où on pourrait manger un peu de viande. Ça, j'en reste peut-être convaincue. Mmh. Mais là, c'est beaucoup trop, en fait. Ça a un impact énorme sur notre société, notre écologie, notre économie aussi. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que si tout le monde mangeait de la viande une fois par mois depuis toujours, en fait, la question, elle se poserait même pas. Peut-être que tu te serais même pas posé toi-même la Oui, question. oui, tout à fait. Peut-être que C'est si on c'est un peu mangeait des réactionnaire aussi. animaux en fin de vie qui avaient pâturé dans la montagne pendant toutes leurs années et qu'en fin de vie on le mangeait et qu'on tenait, je sais pas, qu'on nourrissait je sais pas combien de personnes avec ça. Ma vision serait peut-être différente, ouais. Oui, oui, bah, c'est ça. Bah, après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui y croient. Alors là, tu parlais des animaux en fin de vie, mais tout ce que tu disais tout à l'heure avec la vache qui rit, les cochons qui rigolent dans les prés, etc., tout ce que la publicité veut nous faire croire sur ce sujet-là, ça sert à déculpabiliser le consommateur, qui, même s'il n'est pas idiot, accepte de l'être ponctuellement parce que c'est plus facile. Et il y a aussi un message d'État derrière avec les produits laitiers. Ben, vous le connaissez tous là, l'air. Bah oui. Sur les produits laitiers et ça va même jusque dans la diététique, quoi. Il faut manger du lait pour être en bonne santé, mais d'où un animal a besoin du lait d'un autre animal pour être en bonne santé quand il est adulte? Ouais, c'est bête, hein, Et ça mais implique les cours, donc on va même jusqu'à donner dans les cours de diététique la nécessité voilà, de prendre des produits laitiers et ça vient du lobby des entreprises du lait.
D'ailleurs, c'était pas trop dur pour ta nutritionniste qui est pas forcément végétarienne ou végane elle-même, de s'adapter à ça. Comment dire, tu lui as dit je fais cette transition et elle t'a dit ok, ou est-ce qu'il y a eu une mise en garde, une méfiance? Ben, elle a l'habitude de dire que je suis son plus grand casse-tête. Ouais. Parce que mon corps s'adapte à une vitesse, phénoménale. Alors, j'en parlais tout à l'heure, c'est pas parce que tu as fait un régime une fois que la fois d'après ça va marcher. Donc, elle a toujours eu l'habitude de se casser la tête avec moi et je lui ai mis, beaucoup de restrictions, c'est vrai. Après, elle a accepté le challenge, même si aujourd'hui c'est plus son corps, vraiment de métier, elle est plus dans la formation. Mais elle a quand même accepté le challenge et de me suivre là-dedans. En plus de ça, il y avait d'autres choses aussi qui étaient importantes pour moi. C'était, ah oui, mais en fait, je veux pas juste ne pas manger de viande, je veux manger, local et du coup, tu oublies les bananes, tu oublies les avocats et tout ça, j'en veux pas et je veux pas remplacer mes protéines, animales par, du fromage blanc et cetera. Tout ça, c'est fini, j'en veux plus, quoi. Mmh. Donc ça a été un vrai casse-tête. Oui, parce Mais que le merci premier à elle de réflexe, l'avoir c'est de te résolu. gaver de produits laitiers et d'œufs, quoi, quand, Ouais, si c'est ça, voilà. Mmh. c'est ça. Mmh. Même si je mangeais encore de temps en temps, des œufs, c'était plus dans mon planning alimentaire, quoi. Oui, oui, voilà. En fait, manger de temps en temps des œufs, c'est une chose, mais remplacer toutes les protéines que tu consommais avant par des œufs, ça, si tu finis à 15 œufs par jour, Ouais, c'est voilà, plus c'était ça normal, la quoi. démarche et contrairement à ce qu'on peut penser aussi, je me gave pas de compléments alimentaires. Donc ça, c'est une réflexion qu'on a souvent quand on parle, de végétarisme ou de véganisme. Je pense que déjà une alimentation équilibrée, ça résout déjà beaucoup de choses quoi, simplement. Mais alors, est-ce que tu prends quand même certains compléments alimentaires ou Bah, pas? B12, Et pourquoi? Oui, la B12, voilà, ouais. la B12, donc ouais, la spiruline aussi, j'ai pris beaucoup de spiruline. Après, non, pour le reste, je prends pas de compléments alimentaires, pas plus qu'avant d'être végétarienne, en fait. Voilà. Oui, oui, voilà, ça, c'est C'est ça important. là, le parallèle parce qu'en fait, il y a plein de sportifs, non végés qui se gavent de compléments alimentaires, qui se gavent de protéines en poudre, et ça n'embête personne, quoi. Bien Mais sûr. par contre, dire: «Ah oui, mais tu es végé, tu prends plein de compléments alimentaires», c'est un non-sens, quoi. Je Mmh. prends pas plus de compléments alimentaires qu'avant, d'être végétarienne. Je prends un peu des fois, du magnésium. Alors c'est vrai qu'en fin de régime, quand je restreins un peu plus mon alimentation, je vais prendre un peu plus, de compléments, mais sur la base de mon alimentation, il y en a pas, non. Ouais, c'est pas parce que tu végétarienne ou végétalienne que tu prends plus de compléments. C'est parce que tu vas être en fin de régime et que dans tous les cas, tu en aurais pris parce que tu es sous-alimenté quelque part. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça le point et après oui, évidemment, quand tu es, végétalien, ben, je pense que c'est de notoriété publique, ben, il faut faire attention à la B12, quoi. Mmh. Voilà. Ouais, ouais, Je ouais, bah, ça je ça, pense pas qu'il y a d'autres, j'imagine. si on a une alimentation vraiment équilibrée, je pense pas qu'il y a d'autres choses qu'on a vraiment besoin, quoi, si Non, on c'est est un ça. peu Mais comme équilibré. tu l'as dit, si on a une alimentation équilibrée, c'est pour ça qu'il faut quand même faire les quelques recherches nécessaires. Il Mmh. faut pas se dire: «Je passe d'une alimentation carnée à une alimentation Ah non, ça, végétarienne c'est ou pas possible. végétalienne», en enlevant juste certains produits, en rajoutant rien d'autre. Heu, Parce que voilà, j'en connais qui se sont mis à manger des pâtes à la sauce tomate à tous les repas, avec rien d'autre. Eh Bon, oui, tu vas avoir des petits problèmes, c'est normal. ça, Et un c'est sûr. point qui est aussi très, très important, on en a parlé sur d'autres podcasts aussi, c'est que les animaux d'élevage sont eux-mêmes gavés de compléments alimentaires et Et de de médicaments soja, de et de soja. soja et de soja en plus, ouais, c'est Super vrai. important quoi le soja parce que de nouveau, ben, là on débunk, je sais pas si tu l'as déjà fait sur tes autres, les autres podcasts, j'imagine que tu as déjà débunké quelques trucs, mais ça c'est un truc qui revient souvent, oui, les végétariens ils votent, vos sojas quoi, mais en fait c'est vous les carnivores qui mangez, le plus de soja quoi, vous vous rendez même pas compte quoi, donc ouais en Oui. plus, d'être, ça participe à la déforestation, ça participe en plus souvent, ils sont sous-payés dans des conditions qui sont pas toujours, qui sont un peu discutables. Donc il faut bien remettre tout ça en condition, quoi. Bien sûr, et puis tu parles de soja. Il y a soja et soja. Il y a soja, bio cultivé en France Mmh. et Celui-là est plus destiné à l'alimentation des végétariens d'ailleurs que, à l'alimentation, des bêtes, des exactement, animaux. qui parfois vient de l'autre bout du monde. C'est du soja qui est soumis parfois à aucune réglementation, vis-à-vis de l'alimentation directe, parce qu'on ne pourrait pas le manger, quoi. On n'aurait pas le Mmh. droit de manger ce soja-là. Par contre, les animaux d'élevage qu'on va manger derrière, eux, ils ont le droit de le manger. Donc
un animal n'est pas un filtre à nutriments, bien au contraire, il les transforme et il y a un certain nombre de substances qui se retrouvent dans l'alimentation. Et quand je parlais des compléments alimentaires, il y a même des compléments alimentaires qui sont injectés aux animaux exprès pour que la population en ait un apport, un certain Voilà. apport. Et la Et bah, vitamine B12 en vous fait savez partie. comment on fait le jambon, hein, on le pique, on lui injecte de l'eau, des colorants, les poulets c'est pareil, on les pique même donc là tu parles de toute la période où ils sont vivants, mais une fois qu'ils sont morts, Oui, c'est pareil, on réinjecte encore des choses, hein. oui, même mort. Des choses pas toujours belles, hein. Bah, tu sais, que ce soit l'industrie de la viande ou les autres, toutes les industries alimentaires, la plupart des gens qui visitent ce genre d'usine, parce que ce sont des usines, hein, même un abattoir, c'est une usine, euh, ça te donne pas envie de manger ce qui est produit sur place, hein, Mmh, en tout à fait. général. Donc, ouais, ouais, effectivement, on en avait un peu parlé sur d'autres podcasts, mais il y a toujours un peu de répétition. Donc, désolé pour les auditeurs qui nous sont fidèles et merci à vous. Mais il y a toujours des gens qui vont écouter que un épisode, que cet épisode. Donc, c'est toujours intéressant de revenir dessus. Et en tout cas, écoute, merci Charline. Je ne sais pas s'il y a un autre sujet dont tu voulais parler. Tu as un espace de parole, hein, bien sûr. Comme je t'ai dit, toute digression est autorisée, donc tu peux parler de ce que tu veux. Sinon, je vais peut-être te libérer parce que je sais que ton temps est limité aussi. Bah, écoute, c'était très intéressant de pouvoir, discuter de vraiment, tous ces aspects qui pour moi sont très liés, hein. On a parlé beaucoup de la place de la femme dans le sport de combat et le végétarisme pour moi c'est vraiment intrinsèquement lié avec l'écologie. C'est une posture en fait de vie où, j'essaye, voilà de lutter contre les violences, d'être un peu j'aime bien cette citation de Gandhi, «Sois le changement que tu veux incarner dans le monde». C'est Mhm. tendre en fait vers, être le plus en accord avec mes valeurs. Je pense que ça dérange certaines personnes qui ne sont pas en accord avec, leurs valeurs ou, qui sont sur, des valeurs, beaucoup plus de domination et ça me dérange et c'est vrai qu'on en voit beaucoup dans le sport, de haut niveau et tout ça. Je te félicite d'ailleurs pour ce podcast de parler, d'une alimentation, végé aux combattants. Je pense que c'est très important de pouvoir dire que c'est possible de Ouais, merci. combattre autrement, que c'est possible de combattre en respectant l'autre, quel que soit son gabarit, quel que soit son genre, quelle que soit son origine aussi et que c'est possible de se nourrir aussi de cette même façon, d'une façon plus respectueuse, des animaux et plus respectueuse de l'environnement et d'écologie. Moi, j'y crois fermement et c'est pour ça que j'ai accepté de faire ce podcast, donc pour avoir cet espace de parole, pour répandre, on va dire, sans faire, la propagande. C'est pas de la propagande, c'est juste montrer par l'exemple que, voilà, autre chose est possible et si vous ne le faites pas, vous avez quand même une part de responsabilité. C'est pas juste une décision qui n'impacte que l'individu. Ça impacte vraiment le monde. Et oui, bah, merci à toi. En tout cas, c'est effectivement exactement ce qu'on essaie de faire. On essaie de péter un petit peu les frontières entre différents mondes, de faire tomber un maximum de stéréotypes. C'est un pari un peu risqué quelque part parce qu'on est dans une niche qui est les sports de combat, parce que tout le monde n'est pas intéressé par les sports de combat. Le végétarisme, le végétalisme, le véganisme, c'est aussi une niche assez restreinte. Donc, évidemment, tu es pas sur Touche pas à mon poste là, hein, on va pas faire des milliards d'écoutes, mais en tout cas pour les gens qui sont là, que ce soit les curieux, qui écouté juste cet épisode, peut-être, même parmi tes followers à toi, il y a probablement des gens qui vont écouter ce podcast et qui nous découvrent par ailleurs. N'hésitez pas Bah, à écouter j'espère. les autres épisodes. Voilà. Et puis pour ceux qui te découvrent aussi, j'espère qu'ils ont aimé l'épisode. J'ai vraiment tenu à ce que tu puisses développer sur ces sujets, notamment de la place des femmes dans le sport à haut niveau, mais aussi au niveau amateur, dans les clubs, parce que c'est un sujet aussi qui me tient à cœur. Quand on parle à cette niche qui est les pratiquants de sport de combat, ces messages-là, c'est important qu'ils passent aussi, je pense. Ouais. Et j'ai envie de leur dire que si elles sont face à des violences, voilà, elles sont pas seules et qu'ensemble on peut être unis et que c'est important, de croire les victimes quand
elles viennent avec des violences, que ce soit des violences ordinaires. Donc, ce qu'on appelle violence ordinaire, c'est un peu le sexisme de base. Tu es forte pour une fille ou je veux pas tourner avec toi parce que tu es une fille, et cetera. Quand c'est répété, ça a vraiment un impact en fait sur les gens, sur leur confiance en eux, sur leur développement personnel, quoi. Et Mhm. c'est quand même un milieu, même si j'adore le sport, où j'ai rencontré beaucoup de ce type de violence et ça m'a très fort affectée. J'ai envie de donner un message d'espoir aussi, voilà, aux personnes qui sont victimes de violences. Et il y a des plateformes d'écoute qui existent. Il y a des personnes pour vous aider. Donc ça, pour moi, c'est important aussi, d'en parler et de pas, prendre tout pour acquis, quoi. C'est pas parce que ça se passe que c'est normal. Il y a des choses qui sont pas normales. Il y a des lois quand même à respecter. Il y a des lois anti-sexisme, il y a des lois anti-racisme. C'est un délit, ce sont pas des opinions. Voilà, dire: «Je tourne pas avec toi parce que tu es une femme», c'est du sexisme, c'est pas une opinion, quoi, et c'est un délit, c'est punissable par la loi. Ouais, alors tu as tout à fait raison de le préciser. On l'oublie souvent, c'est punissable par la loi aussi, même si je pense que le professeur doit tout de suite s'interposer bien avant la loi qui, on sait, est un petit peu plus difficile à Ouais, et puis, déployer. franchement, on dit ça, mais aller porter plainte parce qu'il y en a un qui a refusé de tourner avec toi, c'est lourd, hein. Non, mais concrètement, C'est vraiment très, très la lourd, police quoi. va jamais te prendre au sérieux. Je veux dire, j'ai pas envie de citer, de qui je parle, mais je connais des femmes qui sont allées se plaindre pour viol, en gendarmerie et qui se sont fait envoyer balader avec de la dérision et pas forcément, avec des hommes en face d'eux, hein. Mmh. Donc c'est Bah, là, on a personnellement, j'ai on a aucune des confiance en le croyances système encore de bien. justice. On pourra refaire un podcast là-dessus. Je C'est pense, ouais. sûr qu'il y a encore, bah, moi-même, je l'ai vécu, hein, quand j'ai porté plainte pour violence conjugale, pour violence physique, sexuelle, etc. Il y a des croyances. Alors, c'était pas au niveau de la police qui était spécialisée là-dedans, mais vraiment au niveau de l'entourage. C'est dur, hein. Les gens, ils se rendent pas compte, en fait. Il y a encore énormément de travail à faire là-dessus. C'est vrai que quand je parle au niveau de la police, c'est quand même incroyable parce que tu arrives dans un commissariat, déjà tu fais cette démarche d'aller en parler, tout le monde ne le fait pas, quoi. Non, il y a très, très peu de Il faut déjà victimes d'une qui part, parlent. on te prend, pas au sérieux, on te fait ressortir de là, on n'a pas pris ta plainte, ce qu'ils ont pas le droit de faire, mais quand même, heu, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? C'est un échec total de la démarche, enfin du système judiciaire, quoi, Ouais, quelque part. tout à fait. Bon, la réalité, c'est que peut-être on peut passer ce message-là. Si ça arrive à certaines femmes ou à certains hommes même qui vont porter plainte pour quelque chose et qui ressortent du commissariat ou de la gendarmerie, Ils n'ont pas le droit de sans avoir refuser pu la le plainte. faire, et ben, il faut aller dans un autre, hein, faut continuer à insister. Bah, même déclarer, on peut déclarer ce commissariat-là parce que, ils n'ont pas le droit de le faire. Mais après même, si on en arrive à faire la démarche de porter plainte, il faut quand même avoir une réalité derrière que, il y a qu'1 des viols qui aboutissent à une condamnation parce que c'est extrêmement difficile à Mmh. prouver. Et c'est pas parce que quelqu'un n'a pas été poursuivi ou quoi que ça l'innocente. Ça aussi, il faut en avoir conscience, quoi. Ouais, ouais. La Bah, justice, il y c'est a le pas fait du tout de moyens en France et ça reste très, très compliqué. ouais, c'est ce qui fait que, enfin, personnellement, j'ai du mal à faire confiance dans le système de justice de Ah ce bah, pays. ouais. Alors j'imagine que dans d'autres pays, c'est pareil, hein, mais bon. Ouais. En Belgique, on a Voilà. mis en place des centres de prise en charge des violences sexuelles, et c'est vraiment un endroit pluridisciplinaire qui est vraiment dédié à ça, donc où la femme a pas besoin de répéter parce que ce sont plus souvent des femmes qui sont victimes de ce type de violence. Il n'a pas besoin de répéter 25 000 fois son témoignage et être directement pris en charge par, le judiciaire, le psychologique, et cetera, donc j'espère que la France va prendre exemple là-dessus. Ouais, donc le conseil serait peut-être quand, la démarche personnelle, elle fonctionne pas, c'est d'essayer de se rapprocher de gens dont c'est la spécialité Ouais, totalement. d'accompagner, dans ce genre de Totalement, ouais. démarche. Ouais, ouais, avec, un suivi psychologique, moi, c'est vraiment ce qui m'a sauvée, quoi. C'est avoir une spécialiste des violences sexuelles, quoi. Mmh. En tout cas, merci d'avoir témoigné sur ce sujet-là. C'est un sujet qui m'intéresse, où je me sens pas forcément légitime de parler de ça, tout seul ou avec, d'autres invités qui sont des hommes la plupart du temps. J'en profite aussi pour passer le message que, il y a très peu de femmes sur le podcast. C'est pas, quelque chose que je souhaite particulièrement. C'est juste qu'on a plus de mal à trouver des athlètes féminines
qui acceptent de témoigner. Ça veut dire que c'est pas qu'on n'en trouve pas, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent pas, qui osent pas. Oui. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez apprécié ce podcast, que vous voulez entendre plus de femmes s'exprimer. Moi, je suis totalement ouvert à cette idée-là. Et toutes les femmes sont les bienvenues sur le podcast. Et au contraire, on a des discussions hyper intéressantes sur des sujets qu'on n'a soit pas l'idée, soit qu'on ne se sent pas légitime d'aborder Ouais, tout à quand on est deux hommes, quoi. C'est Donc, c'est pas la première fois que j'entends ce retour d'un podcasteur, parce que c'est pas la première fois que je fais un podcast. Et lui, il avait mis comme base, je veux faire un homme, une femme, un homme, une femme. Bon, après toi, c'était sur un truc encore plus de niche, donc ça doit être encore plus difficile. Mais même lui qui interviewe des sportives et sportifs, c'était compliqué. Et le retour que j'avais, c'est le problème que les femmes se sentaient pas légitimes de parler et qu'on est, c'est plus difficile d'avoir confiance en soi pour une femme dans notre société. Donc ça, c'est les études de genre qui le démontrent. Et le message que j'ai envie de faire passer aux femmes, c'est que votre voix est importante et oui, vous avez des choses à raconter et tout vécu mérite d'être raconté et peut être utile à nourrir le débat. tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, petit disclaimer, l'idée de base sur la page Vegan Fighter sur Instagram, c'était de faire des portraits en publication et non pas des podcasts. Les podcasts, c'est venu après. J'avais envie de me lancer là-dedans. Donc, on est deux avec mon pote Ben sur la page. Et lui, il a toujours tenu à ce qu'on fasse un homme, une femme sur les portraits, ce qui était beaucoup plus facile, vu qu'en portrait, on a pu faire des portraits sur des personnes avec qui on n'a pas du tout communiqué, juste sur les infos qu'on a trouvées sur Internet, quoi. Ouais. Voilà. Donc, et ça, on a toujours. D'ailleurs, il continue. Si tu regardes les portraits qu'il y a sur la page, les publications hors podcast, on est sur un homme, une femme à chaque fois. Il y a cette idée de base. Et pour les podcasts, au début, on en a parlé, mais à un moment donné, on avait plein d'épisodes à faire avec des hommes et on trouvait pas de femmes, quoi. Donc, on n'a pas réussi à le faire. Mais la Félicitations volonté pour est là. l'intention déjà et pour la mise en place sur les portraits. Je pense que c'est grâce à des initiatives comme ça, à donner plus de place aux femmes qu'on va tendre vers une société plus égalitaire. Donc, c'est très chouette de voir ce type d'initiative. Et les femmes, osez aller faire des podcasts, osez. Ouais, et tu sais quoi, peut-être que je garderai ce morceau-là pour faire un petit extrait. Et puis, on mettra en commentaire un peu toutes les femmes qu'on veut inviter sur le podcast, parce qu'il y en a quelques-unes. Ok, avec plaisir. Si ça peut les motiver, venez raconter votre vécu. Super. Écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi et puis à bientôt. Eh bien, merci, c'était un vrai plaisir. Également, bonne fin d'après-midi. Et j'espère que ce podcast, j'espère que ce podcast vous a plu à toutes et à tous. C'est dur à dire podcast, hein. Parfois on bug. Podcast. Ouais, ça doit être le 27 ou 28e épisode, peut-être même. On n'est pas loin du 30e, je crois, et je fourche encore de temps en temps. Voilà. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup. À bientôt. Reste juste en ligne 2 secondes après qu'on puisse se dire au revoir. Ouais. Et pour les auditeurs, écoutez, portez-vous bien et à une prochaine fois. Partagez l'épisode à vos proches en message privé principalement. En général, ça tend plus à écouter quand c'est personnel que quand c'est partagé en story, même si vous pouvez toujours nous partager en story. On repartage tout, bien évidemment. Et puis voilà, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser une évaluation positive sur les applications de podcast ou à défaut, un pouce bleu sur YouTube fera très bien l'affaire, en plus d'un petit commentaire positif. Nous avons besoin de ça, comme expliqué dans l'épisode, pour flatter les algorithmes et que notre podcast soit présenté à de plus en plus de personnes qui ne sont pas forcément encore sensibilisées à la cause animale. Alors, pour la bonne cause, on vous laisse le faire. Merci. Salut.